Bon, alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Devoteam pour cette table ronde autour de l'IA et des questionnements autour du coaching. Est-ce que l'IA va devenir le nouveau coach invisible? On est entouré d'invités assez exceptionnels aujourd'hui. Donc bonjour Margot, bonjour Fabrice, bonjour Henri, bonjour Erwan, naturellement. Bon voilà, on a vu ce qui s'est passé avec le cas de l'équipe, on a vu ce qui s'est passé avec le cas des Levallois Metropolitan Basketball Club. Est-ce que l'IA, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui va faire la différence d'un point de vue performance, d'un point de vue données, d'un point de vue entraînement dans le monde des coachs et des athlètes, ou c'est un peu, pas un gadget, mais un nouvel outil qui va venir se rajouter à cet arsenal d'outils qu'on a pour traiter ces sujets de la performance? Alors, je dirais que nous, donc, en escrime, je vais vraiment parler pour l'escrime, c'est quelque chose qui fait partie du paysage et qui devient une obligation. Donc, il y a on a quelques obligations, notamment quand on fait partie des listes de sportifs de haut niveau, on doit passer des tests physiques et qui sont des données qui sont regroupées et réutilisées après au niveau de la recherche. On a aujourd'hui, pour l'équipe de France, une application qui nous suit, sur laquelle on va devoir rendre compte de notre état de fatigue, notre état de sommeil, notre cycle mensuel. Donc il y a quand même pas mal de données. Ça fait partie du paysage. Il y a eu des personnes plus réticentes que d'autres. Souvent les anciennes, on est un peu plus réticentes, alors que les jeunes, elles se sont équipées de montres supplémentaires qui leur donnent des données encore plus poussées. Et est-ce que c'est un outil complémentaire ou à part entière un coach? Je dirais que là, pour l'instant, c'est plus un outil qui est non négligeable, mais qui n'a pas encore fait ses preuves dans tous les domaines. Pas parce que les datas ne sont pas intéressantes, au contraire, je pense que ça, elles sont très riches, mais qu'on ne sait pas encore parfaitement les exploiter. Et aujourd'hui, nous, en tout cas, dans mon sport particulièrement, le frein, aujourd'hui, c'est qu'on a pas mal de données, mais que l'exploitation, elle est un peu difficile. D'accord, donc plus des limitations au niveau de l'exploitation. Ouais. Et pour l'instant, tu n'as pas senti que l'IA, la data, ça va faire une révolution dans ton sport? Je dirais qu'au niveau de la prévention blessure, c'est quand même très intéressant. Ouais. Nous, ça nous a permis aussi de faciliter la communication avec les entraîneurs sur pas mal de domaines, notamment les retours d'entraînement, les retours compétition, où des fois on n'arrive pas à prendre le temps de créer des moments pour faire des retours, alors que là, avec l'automatisation de mettre ces informations sur une plateforme, une interface, et ben, ça permet d'ouvrir la discussion des fois sur l'entraînement suivant. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont non négligeables, mais il reste certaines informations, notamment sur l'après-compétition, utiliser les données. Aujourd'hui, on a de l'arbitrage vidéo, tous les matchs sont filmés, toutes les compétitions internationales. Donc on a énormément de données et aujourd'hui, ça, on ne sait pas encore bien l'exploiter. Ok, donc plus on attend encore un impact significatif sur l'exploitation de ces fameuses données. Fabrice, Léandre. tu viens de finir en 114 jours le dernier Vendée Globe, donc c'est quelque chose qui est assez frais dans ta tête. Margot parlait d'exploitation de la donnée. Est-ce que toi, durant ce Vendée Globe, tu as été amené justement pour faire de la stratégie à exploiter cette donnée? Alors en fait, ce Vendée Globe là, c'est un mauvais exemple puisque j'ai fait naufrage 2 ans avant le Vendée Globe. Donc il y a 2 ans, mon bateau il a brûlé, il a coulé. J'avais un super bateau et donc j'ai racheté un vieux bateau. Il n'y avait plus que ça sur le marché pour faire ce Vendée Globe là qui s'est pas passé exactement comme prévu parce que du coup j'ai mis 114 jours. Donc on va dire que j'étais un peu en mode aventurier à gérer la crise et donc j'étais pas du tout dans la perf, dans les datas, tout ça. J'étais juste à l'instinct gérer mon bateau et faire la trajectoire la plus intelligente possible pour boucler mon tour du monde. J'avais un seul objectif, c'était de terminer en fait. Par contre, sur le bateau d'avant et sur le bateau futur que j'ambitionne d'avoir, et puis je peux aussi parler voilà, du sport en général, de la course au large en général, les données sont très présentes. Ce sont avant tout les données de performance du bateau. En fait, un bateau, en fonction du vent et de l'angle du vent, il y a une vitesse possible, une vitesse cible. Et quelle est cette vitesse cible? Cette vitesse cible, elle ne va pas être la même si on est en équipage, par exemple, ou si on est en solitaire. On navigue beaucoup mieux en équipage qu'en solitaire. Le bateau va plus vite parce que le bateau est mieux réglé. Voilà, on fait les manœuvres à plusieurs versus une seule personne. Le Vendée Globe se court en solitaire. Après, il y a aussi, quand on fait des entraînements en baie, on est un peu à l'abri de la mer du large. Le bateau n'a pas la même vitesse qu'au large, avec des conditions de mer très difficiles. Donc en fait, on fait de l'acquisition de data tout au long de l'année en entraînement pour essayer d'avoir des vitesses cibles. Et donc, en fait, à chaque moment pendant la course, avoir toujours affiché sur l'écran d'ordinateur une vitesse cible à un moment donné en fonction de la force du vent, pour essayer toujours de trouver les réglages, le bon réglage de pilote automatique, le bon réglage des voiles, pour aller chercher cette vitesse cible. Et on fait aussi de l'acquisition de données sur les performances des voiles, puisqu'en fait, on a 8 voiles sur un IMOCA, donc une grande voile et 7 voiles d'avant. Et il y a des moments, il y a ce qu'on appelle un crossover pour les voiles, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on passe d'une voile à une autre, et puis il y a un moment où ça se recouvre, le range d'utilisation de la voile. Et donc du coup, on essaie d'optimiser en fait ce moment de passage d'une voile à une autre.
Et donc en fait, on a en permanence aussi, on fait des tests, et ensuite quand on est en mer, l'ordinateur nous dit voilà, le vent vient par exemple de varier de 10 degrés, bah là, boum, il faut changer de voile. Et donc on sait qu'il faut changer de voile. Donc les données sont très importantes pour les performances du bateau. Après, sur le côté humain, moins, mais ça se développe un peu, donc on commence à avoir des montres connectées. Le vrai sujet quand on est au large et en solitaire, c'est le sommeil, parce qu'on ne dort pas en sommeil monophasique, on ne va pas dormir le soir et on se réveille le matin, on dort en sommeil polyphasique, donc des siestes. Moi, sur une traversée de l'Atlantique, je dors 6 fois 40 minutes par 24 heures. Sur un tour du monde, c'est 6 fois 1 heure. Et donc c'est vrai que, alors aujourd'hui, il y a la médecine qui nous aide. On fait des tests à terre, exploration du sommeil avec des électrodes. J'essaye d'aller vite parce que j'aurais plein de choses à raconter en fait. Mais du coup, on fait des tests à terre pour savoir quels sont les bons moments de la nuit et du jour pour aller chercher le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal et essayer d'évacuer le sommeil léger, qui est un sommeil non récupérateur. Mais après, ça, c'est quelque chose qui s'optimise en fait en mer avec voilà, des données qu'on peut enregistrer. Et l'IA pourrait, j'imagine, un jour jouer son rôle. Mais du coup, la donnée est très présente dans notre sport. Mais l'IA, c'est encore la préhistoire puisque pour l'instant, c'est interdit. Et après, alors il y a quand même une spécificité pour les datas sur mon bateau, pour le coup, c'est que moi je suis très investi pour la préservation des océans, et donc j'ai des capteurs sur mon bateau, donc j'ai des capteurs de microplastique, d'ADN environnemental, ça c'est pas de la donnée, c'est des filtres, mais par contre j'ai un capteur de CO2, salinité, température, donc là c'est de la data qui est enregistrée en permanence, et qui va ensuite sur des bases de données internationales, IFREMER, Max Planck Institute, GEOMAR, en Allemagne, et donc du coup, là pour le coup, la donnée est vraiment présente. Ok, donc une donnée qui est présente. Ce qui est assez intéressant, c'est que tu as dit que l'IA, par rapport justement à ton domaine, on est encore au niveau de la préhistoire et c'est vrai que ça va très très vite. Donc la donnée qui est présente, il va falloir plus exploiter. Ça fait un peu écho par rapport à ce que disait justement Margot. Toi, Henri, dans l'écosystème justement de clubs sportifs, est-ce que tu sens qu'il y a effectivement cette volonté de la part des présidents, des directeurs de clubs de plus en plus de dire voilà, Henri, on a de la donnée, comment on peut faire pour l'exploiter et quelle est la place de l'IA dans tout ça? Est-ce que c'est des questionnements qu'ils portent aujourd'hui? Totalement, parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans les deux témoignages, un qui va être plutôt sur l'humain, le physique, la pratique, l'autre qui va être plutôt sur l'optimisation de son équipement, de son matériel, qui sont deux grands sujets d'investigation de l'IA, c'est que dans les deux cas, ce que les dirigeants de clubs vont se dire, c'est que si on se projette à 5-10 ans, ça va devenir un enjeu de compétition et de compétitivité. C'est-à-dire que créer de la performance, c'est être en compétition envers soi-même, pour donner le meilleur de soi-même, et puis contre son adversaire ou ses concurrents. Et dans les outils en fait, que les sportifs ont à leur disposition, il y a leur corps, son entretien, sa préparation, le sommeil, il y a le matériel. Et tout ce qui va permettre d'optimiser ces facteurs-là vont devenir un enjeu de t'as de l'IA, moi aussi j'en ai. T'as un analyste vidéo, moi aussi j'en ai un. La question c'est qui va le mieux l'utiliser et celui qui va arriver à prendre possession de cet outil, à comprendre son potentiel et vraiment à irriguer ces techniques de jeu, ce qu'on essaye de lancer nous sur le basket, va avoir un avantage concurrentiel énorme en fait sur les autres. Et donc il est là le rôle de l'IA, on sait que la data elle est partout. Le sujet c'est qui va être le plus malin dans l'affaire, qui va le mieux exploiter. Et pour des gens du monde du sport comme nous, qu'on soit athlète ou dirigeant de club, avoir des teams à côté qui disent hey, gars, t'inquiète, gars et madame, pardon, t'inquiète, moi je vais t'accompagner dans cette compréhension de l'usage et ensemble on va définir vraiment comment ça va t'aider, c'est hyper précieux. Merci Henri, donc effectivement il y a ces questionnements autour de l'exploitation de la donnée et qui va le mieux exploiter cette donnée pour venir performer. C'est une question que j'aimerais poser à toi Erwan. Alors on sait que tu es en lead sur l'offre Sportec chez Devoteam, mais c'est plus des questionnements aujourd'hui sur l'ancien sportif de haut niveau que tu es, donc un palmarès, donc 4 fois champion de 800 et 2 fois de 1500 du coup. On a beaucoup parlé de données, on a beaucoup parlé data. Toi, si jamais tu avais le pouvoir aujourd'hui, grâce à l'IA, revenir dans le passé, est-ce qu'il y aurait un KPI, une donnée, quelque chose qui peut produire l'IA aujourd'hui, qui t'aurait considérablement aidé dans ta carrière en tant qu'athlète? C'est une excellente question. C'est d'ailleurs la première fois qu'on me pose cette question. T'as demandé à ChatGPT Elle me parle à l'oreille là. Elle me dit qu'il faut qu'on avance parce que le timing, c'est ça. Non, en vrai, c'est une très bonne question. Alors, effectivement, je pense qu'il n'y a pas un seul jour où je ne me remets pas en question sur ma vie d'avant, sur la carrière que j'ai pu avoir, parce que j'ai connu le haut niveau, mais je n'ai pas connu le très haut niveau. Je pense que j'étais un petit peu dans l'antichambre pour diverses raisons, peut-être par manque de lucidité, de maturité, d'humilité aussi, ça compte. Et aussi parce que y a tout l'aspect entraînement qui est basé sur la data pour savoir comment est-ce qu'un athlète peut performer avec tel type d'entraînement, comment on adapte sa charge d'entraînement. Donc finalement, si je devais revenir un peu dans le passé,
pour essayer de rejeter la faute sur le manque de données et sur le fait qu'on n'avait pas l'IA à l'époque. Ce serait assez difficile d'y répondre dans la mesure où je pense que c'est comme tous les sports, mais le 800 mètres d'avantage, c'est vraiment une course de chasseur. C'est vraiment une course qui se joue à l'instinct. Non, moi, je n'avais pas les qualités pour faire du 800 mètres. J'étais plutôt fait pour faire du 1500 mètres. Mais je prenais tellement de plaisir à être sur du 800 et puis vraiment être en mode chasseur, quoi. Être derrière la personne et en mode, bon, il reste 150 mètres, je vais gicler à la fin et je vais serrer les dents et je vais tout faire pour gagner. Ça, j'adorais cette dimension. Donc c'est tellement instinctif que le jour de la compétition, je pense que c'est compliqué de se dire, bon, il me faut un assistant, entre guillemets, il me faut de l'IA pour savoir comment je vais courir et comment je perfais. Néanmoins, sur l'entraînement, il y a peut-être des choses que j'aurais aimé avoir. Et je pense notamment à une approche basée sur la biomécanique. Il faut savoir que bien courir, ce n'est pas instinctif. Alors, on pourrait se dire, mais en fait, si courir, c'est facile, quoi. On met un pied l'un dans l'autre, et puis en fait, tant qu'il y a une suspension, en fait, je cours. Mais bien courir, c'est vraiment pas instinctif, c'est énormément de gammes. C'est un peu comme un musicien qui va faire ses gammes avant chaque entraînement. Bah, c'est pareil, plus tu commences tôt, bah, plus tu as une bonne technique de course. Néanmoins, si tu as commencé par apprendre des mauvaises gammes, bah, cette technique de course, tu vas la garder toute ta carrière. Et c'est très difficile, à un moment donné, de changer de style. Donc, ce que j'aurais aimé avoir en termes d'IA, c'est peut-être ce cas d'usage suivant, c'est de me dire, bon, ok, je sais que par exemple au niveau européen, j'ai un adversaire italien qui court une seconde plus vite que moi, par exemple. Donc à la fin de la saison, je veux courir aussi vite que lui. Et on a le même gabarit, on fait à peu près le même poids. Donc j'aimerais savoir de quelle manière il court techniquement, connaître vraiment sa biomécanique, combien de temps il passe au sol, quel est son temps de suspension, etc. Et je pense que l'IA, aujourd'hui, elle peut peut-être faire ça avec de la computer vision notamment, pour comprendre qu'est-ce qui fait que cet athlète il est plus rapide que moi. Est-ce que c'est une capacité cardiaque ou est-ce que c'est une capacité squelettique, on va dire? Est-ce que c'est dans le mouvement que ça se passe? Et donc je pense que j'aurais aimé avoir des insights qui me disent, bah tiens, ta foulée elle fait 1 cm de moins que la sienne, pourtant vous avez la même longueur de jambe. Donc il y a peut-être quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Ou par exemple, tu passes 3 dixièmes au sol à chaque appui, alors qu'en fait, lui, il en passe 0,5, donc il passe plus de temps, mais potentiellement, ça veut dire qu'il met plus de force dans le sol. Et donc ça, c'est des éléments qui sont concrets et qui viennent directement impacter la façon dont tu t'entraînes. Et en fait, si tu t'entraînes en reproduisant des gestes et en te remettant dans des conditions qui à la base ne te sont pas favorables, le jour de la compétition, tu as tellement répété que ça peut devenir un automatisme. Et donc je pense que ça aujourd'hui, c'est un cas d'usage qu'on peut traiter avec l'IA. Et je pense que c'est à cause de ça que, voilà, que j'ai raté ma carrière, quoi. Rater ta carrière, je pense que tu as un palmarès, il ne faut pas justement en rougir. Et justement, vu qu'on parle de palmarès, donc toi, c'est des choses dans le passé. Petite focus sur aujourd'hui. Margot, championne d'Europe, donc l'escrime, le sabre, championne d'Europe par escrime, par équipe. Ouais. Erwan, il a posé des choses assez intéressantes. Il a parlé donc effectivement l'IA, l'instinct, s'il parle quand même de l'instinct, c'est quelque chose d'extrêmement important, et un focus sur la partie biomécanique. Donc là, c'est vraiment l'axe qu'aurait aimé savoir, analyser Erwan dans le passé. Aujourd'hui, dans les compétitions passées, dans celles dans lesquelles tu te projettes, est-ce qu'il y a une donnée, il y a une KPI, il y a une information que tu aimerais justement maîtriser, ou que tu n'as pas su peut-être maîtriser dans le passé, qui aurait fait ou qui va faire la différence? J'ai eu le temps de réfléchir pendant que tu réfléchissais à ta réponse. Moi, je pense justement par rapport au palmarès, quand on nous demande de présenter notre palmarès, on va toujours présenter nos résultats, nos meilleurs résultats. Et je me dis que si je devais présenter mon palmarès d'une autre manière, je pourrais dire que c'est tant d'heures passées depuis que j'ai commencé. Je pourrais dire que c'est tant de... Donc nous, on a des déplacements typiques qui sont marches, retraites, les fentes. Dire que j'ai fait et accumulé tant de marches, tant de fentes depuis mon début de carrière. Et ben, c'est que ça soit en palmarès, en fait. Et ça, c'est des données, je pense, qu'on pourrait retrouver, en tout cas, que je n'ai pas aujourd'hui et que j'aimerais bien avoir et que je serais fière de présenter. Parce que le jour où il y a une fille, une jeune qui voudra s'inspirer et se dire « Moi, si j'ai envie d'être championne d'Europe », eh ben, elle saura que le chemin qui l'attend, c'est ça. Et elle aura ces données-là. Et je pense que c'est des données qui sont importantes et qui permettent aussi à l'athlète de ne pas se définir que par le résultat, mais de se définir aussi par tout le chemin parcouru. Et je pense qu'elle m'aurait aussi aidée sur un plan mental.
de me dire qu'à la fin de la compétition, bah, peut-être que je n'ai pas la médaille, mais j'ai peut-être d'autres données qui sont très, très intéressantes et qui me rendent fière à la fin de journée. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de mettre en perspective, ou en tout cas de revisiter cette dimension de performance. Parce que c'est vrai qu'on voit uniquement les médailles. Bon, il y a eu l'actualité assez récente avec les JO. Mais c'est vrai que peut-être que la donnée aujourd'hui, l'IA, peut mettre en exergue tout ce qui est nécessaire, le niveau d'exigence, le niveau de discipline et le parcours qu'il y a à faire pour arriver à assez haut niveau. Donc toi, c'est plus ça, c'est plus pour Ouais. Et sensibiliser je les pense autres. vraiment qu'une jeune serait très intéressée de savoir la quantité d'efforts que ça m'a demandé de produire pour arriver au résultat. Alors, c'est intéressant, je peux même rebondir là-dessus parce que, en fait, quand on est jeune et qu'on commence le sport, on ne sait pas qu'on va faire du haut niveau et ce n'est pas forcément une vocation. Néanmoins, quand on commence à rentrer dans l'antichambre du haut niveau, des fois on se dit, enfin, on réalise tout le chemin parcouru. Et quand tu finis ta carrière ou quand tu es au milieu de carrière, je pense que tu peux te poser la question suivante. Enfin, tu t'es peut-être posé la question, toi aussi, Margot. Tu te dis, bon, si en fait, quand j'avais commencé mon sport, si on m'avait donné un mode d'emploi en me disant, bah, tiens, ça va être tant d'entraînement par semaine, ça va être tant de souffrance, ça va être 3 vomis par semaine, ça va être tant de problèmes gastriques parce que tu as couru et il faisait moins 2 degrés dehors, ton estomac n'a pas supporté. Est-ce que tu l'aurais fait ou est-ce que ça t'aurait donné du vertige en fait et tu te serais dit, bah, en fait, ouais, c'est trop dur, quoi, j'ai pas envie de faire ça. Bah, c'est une bonne question. Je pense qu'on déjà on a du mal à évaluer cet effort et que même une fois qu'on est a posteriori, moi aujourd'hui, si on me donne ce chiffre bah, d'heures ou de mouvements, je ne sais pas si ça m'aurait dissuadé. Et d'ailleurs, je ne sais pas si finalement tout le monde serait intéressé d'avoir cette donnée. Mais en tout cas, c'est vrai que ça pourrait dissuader. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui existe maintenant parce que je te parlais des jeunes qui ont les montres connectées. Ils ont des montres qui leur disent si elles ont bien dormi, donc leur sommeil récupérateur, leur état de forme qui est calculé en fonction de toutes les données qu'elles ont rentrées. Et des fois, elles arrivent le matin de la compétition et elles ont été stressées. Donc la montre, elle a calculé le nombre d'heures dormies. Elle a calculé aussi qu'on a fait un trajet en avion. Et elle leur annonce, la montre, le matin de la compétition, bah, qu'elles ne sont pas en état de forme. Ce n'est pas leur état optimal. Et la question, c'est est-ce que finalement ces données-là, elles sont positives ou pas? Et on en a discuté du coup, il y a 2 compétitions là, avec des jeunes. Et elle disait, bah, il faut savoir gérer cette donnée. Alors moi, je sais qu'aujourd'hui, elle ne me crée pas un état de stress, donc ça va, elle n'est pas négative, mais elle pourrait le devenir. Et c'est un peu cette question, oui, une donnée pourrait devenir négative. Est-ce qu'elle aurait été négative pour nous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, je sais que moi, j'aimerais l'avoir, cette donnée. Enfin, en tout cas, c'est des données que j'aimerais avoir et que j'aimerais rajouter à mon palmarès. Ça, je le ressens vraiment. Mais tu sais, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que nous, au LSC, on a beaucoup de jeunes athlètes ou d'athlètes en devenir qui nous disent que ce qui est difficile pour eux, c'est d'apprendre dès le début à bien s'entraîner. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais faire les bons efforts à l'entraînement, pas en faire trop peu, parce que sinon tu ne progresses pas en faire trop fort, sinon tu t'épuises trop vite. Et ces erreurs de jeunesse-là, par contre, si tu as en data un peu expliqué de façon pédagogique et que tu peux partager avec ton entraîneur le parcours de quelqu'un comme Margot, de quelqu'un comme Fabrice, où tu vas voir voilà, les étapes qu'ils ont passées, tu peux peut-être aussi voir ça comme quelque chose de positif, c'est-à-dire que ça va te faire gagner du temps, peut-être ne pas faire certaines erreurs, alors tu en feras d'autres, hein, parce que c'est obligatoire ça, mais il y en a que tu peux t'éviter dans ta préparation sportive et petite preview et exclu pour tout le monde. Le polo de performance sur lequel on travaille avec Devoteam, son avenir, c'est de créer une division espoir au sein de ce programme pour que les jeunes talents du LSC puissent bénéficier progressivement, avec l'accompagnement qui va bien, des mêmes services que les athlètes de très haut niveau. Et donc, c'est des sujets où on va encore pouvoir bosser ensemble. Et là, par rapport à ce que vous aviez évoqué, il y a aussi ce sujet qui est OK l'IA, OK la data, mais la place de l'humain dans tout ça. Toi, Fabrice, on parlait de données qui peuvent avoir un impact négatif sur le plan moral, sur le plan physique. 114 jours, seul, sur le bateau, tu te dis, waouh, le chemin, il est long. Est-ce qu'il y a un moment où la donnée, justement, a eu un impact péjoratif sur ton état moral? Franchement, non. Là, en fait, quand on passe 114 jours sur son bateau, on n'est plus dans la donnée, on est dans un chemin spirituel, on est dans quelque chose de complètement différent. Par contre, c'est vrai que notre sport, il est donc à la préhistoire en fait, de l'IA, parce qu'aujourd'hui, c'est pas encore vraiment autorisé. Peut-être qu'il y a déjà des teams qui travaillent en souterrain et voilà. Et on ne le sait pas, mais pour l'instant, ce n'est pas autorisé. Par contre, c'est vrai que le développement de l'IA va vraiment, je pense, révolutionner notre sport. Nous, on travaille énormément à partir de la prévision météo. J'entends partout que la prévision météo va être révolutionnée dans les prochaines années par
par l'IA. Donc on va avoir des prévisions météo de plus en plus fiables. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment précieux parce qu'en fait, moi, mon vécu de marin, c'est qu'aujourd'hui, la prévision météo, elle est de moins en moins fiable en fait, du fait du dérèglement climatique. Les masses d'air sont de plus en plus instables et c'est de plus en plus difficile de naviguer en solitaire sur nos bateaux dans ces conditions. Et donc, du coup, peut-être que l'IA va justement remettre de la fiabilité au niveau des prévisions. Ensuite, on a des logiciels qui nous font travailler différentes trajectoires, différents scénarios en fonction des différents scénarios météo. L'anticyclone, il est là, la dépression, elle est là, mais ça, c'est pour, par exemple, les satellites américains. Les satellites de météo européenne vont dire que l'anticyclone va être plutôt là et la dépression plutôt là. Donc, en fait, il y a plein de trajectoires possibles. Donc, je pense que plutôt que de faire ça à la main, en fonction de logiciel, en faisant varier les différents paramètres, un jour, l'IA fera tout ça toute seule. Après, les autres champs d'application très intéressants pour nous, c'est le pilote automatique. Quand on est en solitaire sur le bateau, il n'y a pas de barreur. Enfin, on barre de temps en temps, mais c'est juste pour sentir le bateau et un réglage de voile donné. Mais 99,9% du temps, sur un Vendée Globe, le bateau il est en pilotage automatique. Donc il y a un pilote automatique. Demain, avec l'IA, le bateau il sera intelligent. Il anticipera le mouvement des vagues. On a déjà une centrale inertielle qui commence déjà à se rapprocher de ça. C'est-à-dire que le bateau aujourd'hui il est intelligent, il sent un peu le mouvement des vagues. Et donc moi mon pilote automatique c'est bluffant, il barre comme un humain. Moi j'arriverai à barrer quelques minutes ou une heure comme mon pilote automatique, mais simplement lui il a barré 114 jours. Donc c'est quand même assez bluffant. Et après, dans les champs de développement possibles aussi, on a en tête de main un système qui s'appelle Oscar. C'est un système de double caméra. Une caméra qui voit les formes en surface et une caméra thermique qui peut identifier un corps chaud en surface. C'est pour identifier les chocs avec les OVNI, les objets flottants non identifiés, ou les OANI, maintenant on dit objets ou animal non identifiés. Parce qu'en fait, il y a un vrai risque de collision avec les cétacés. Donc un risque pour le bateau, mais un risque aussi pour la faune. Et donc en fait, aujourd'hui c'est assez artisanal, hein. C'est juste une alarme et puis quelquefois c'est juste une alarme parce que c'est une vague qui avait une forme et donc l'alarme se met à sonner. Je pense qu'avec l'IA c'est quelque chose qui pourra énormément se développer et être beaucoup plus performant à l'avenir. Donc effectivement, donc là on était vraiment dans la prospective, donc météo, pilotage automatique, Oscar, donc identification. Toi Margot, si jamais il y avait un ou deux axes où tu penses que l'IA va vraiment créer une révolution, en plus de l'exploitation de la vidéo, est-ce que tu as une vision justement à date de là où l'IA va faire cette fameuse différence? Non, c'est assez difficile de se projeter. C'est vrai que nous, on est quand même dans un sport où on n'utilise pour l'instant pas encore, je dirais, de manière optimale l'intelligence artificielle. Et c'est assez difficile de se projeter là-dessus dans notre sport. Mais je pense que ça va être une assistance au niveau de l'arbitrage, oui. Remplacer, ça me paraît encore très loin. De la même manière que remplacer un entraîneur, ça me paraît encore très loin. Mais à la fois, tout ce qui est connaissance physique, par exemple, pour tout ce qui est entraînement physique, ça va être un outil qui est de plus en plus développé, qui nous permet de faire des choses beaucoup plus individualisées. Et ça, je pense que cette partie-là, elle va se développer à une vitesse incroyable. Donc connaissance physique, plus un focus sur ça. Erwan, tu es en plein dedans, Sportech, ancien parcours avec un palmarès remarquable de sportifs de haut niveau. C'est peut-être un peu compliqué quand on a vraiment la tête dans le guidon, c'est qu'il y a de le dire, de voir là où l'IA va faire vraiment la différence. Mais toi, donc, tu traites les cas de l'équipe, il y a le cas du basket, il y a effectivement la dimension athlée. Pour toi, si jamais il y avait un axe à travers toute cette expérience où l'IA va vraiment être révolutionnaire, ce serait lequel? Alors moi, je pense que la perspective qui est intéressante, elle est plutôt enfin, la question qu'on peut peut-être se poser, plutôt que de se dire où est-ce que l'IA va avoir un impact révolutionnaire, c'est plutôt de se demander où est-ce qu'elle n'en aura pas. Je suis persuadé qu'il y a plein de sports qui ne vont pas embrasser la révolution de l'intelligence artificielle, tout simplement parce que le sport ne s'y prête pas, ou alors parce que ça ne se prête pas à l'effort physique, donc il n'y aura aucun intérêt à avoir de l'intelligence artificielle. Il y a aussi des sports où, je parlais d'instinct tout à l'heure, où il y a quasiment 80% de la performance qui est basée sur de l'instinct. Donc je pense qu'il y a des sports qui vont rester éloignés de l'intelligence artificielle, et tant mieux. Et je pense qu'il y aura quand même de la frustration qui va se créer par rapport à des sports qui sont déjà en visibilité, comme le foot, le basket, l'athlé, l'escrime, la navigation, qu'on voit de plus en plus, même la F1, qui vont prendre de plus en plus de place dans le paysage médiatique. Et donc les sports
qui ne vont pas avoir accès à l'IA parce que le sport ne s'y prête pas, je pense qu'ils vont peut-être à un moment donné changer le morphotype de leur sport. Et c'est plutôt en ce sens-là que la transformation va commencer par être opérée. Récemment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a un nouveau format de golf qui est sorti. Donc Tiger Woods a beaucoup investi avec d'autres stars américaines pour créer un nouveau championnat de golf où en fait maintenant les joueurs ils sont face à un écran, ils shootent, ils swing, excusez-moi. Ils swing mais sans bouger, donc ils sont face à un écran et en fait c'est l'IA qui va calculer la trajectoire de la balle, qui va donner de la visibilité aux spectateurs. Et donc ça c'est beaucoup plus catchy pour le spectateur parce qu'il y a la dimension technologique, il y a l'IA qui donne toutes les stats. On est dans un terrain de jeu qui est fermé, aseptisé, où on contrôle tout. Et donc la transformation par l'IA se fait donc déjà par la transformation du sport en lui-même. Et je pense qu'il y a plein de sports qui vont être obligés de passer par là s'ils veulent embrasser l'IA. Et si la transformation ne s'opère pas déjà par les règles du jeu, le format et le terrain de jeu, donc ces sports resteront à l'écart. Donc je ne sais pas si je réponds à ta question. Pas tout à fait, si? Très précisément, tu la réponds avec Innovature. Et justement, ça me permet de poser cette question aussi à Henri. Si toi, avec justement ce melting pot de club que tu as à travers le Levallois Sporting Club, si jamais il y avait un champ d'application où pour toi c'est une certitude que l'IA va avoir ce fameux impact révolutionnaire, ce serait lequel? Donc, comme je suis sympa, je vais t'en citer deux puisqu'on est totalement en avance sur notre timing, donc c'est bien. Super rapidement, pour filer ce qu'Arwan vient de dire, puisqu'il a mis le doigt sur quelque chose qui va être l'équité dans l'accès à la data et à son traitement. Moi, je ne sais pas si c'est ça l'avenir, mais je suis très curieux de voir ce que va donner la régulation de l'IA. Toi, tu as dit dans ton sport, pour l'instant, ce n'est pas complètement autorisé. Est-ce qu'il y en a qui le font déjà ou pas? Comment certains acteurs fédéraux vont peut-être être un peu hermétiques? Il y a des sports qui vont être plus ouverts que d'autres. Donc, c'est vraiment voir comment l'écosystème dans son ensemble va s'adapter à ça, en espérant quand même que même s'il y a un sport qui n'aille pas sur l'IA parce que ça n'a pas d'intérêt dans sa pratique, tout va bien. À la limite, il ne faut pas y aller juste pour y aller, ça ne sert à rien. Qu'un sport ne puisse pas y aller parce qu'il n'a pas les moyens financiers de se positionner dessus, bah là, des structures comme nous, on va trouver ça dommage et donc on va tous vous dire, les gars, comment on fait quoi? Et l'autre sujet, alors pour revenir au cas du basket, qui est celui sur lequel je suis venu témoigner aujourd'hui, moi je suis très curieux de voir comment l'IA va, parce que là on parle de performance individuelle pour l'instant, va améliorer la performance collective. C'est-à-dire que si l'IA c'est juste au sein d'une équipe de 12 basketteurs, faire en sorte que les 12 soient individuellement meilleurs, c'est génial. Mais si un jour ça permet en plus aux 12 de mieux jouer ensemble, ça aide à créer les fameux automatismes là, dont on rabâche tout le monde en foot, en basket, etc. Là, je suis très curieux de voir comment ça va venir s'implémenter là-dessus et l'effet que ça va pouvoir avoir. Donc effectivement, des questionnements autour de la performance, l'équité, la législation. Et je pense qu'à l'avenir, il va falloir bien maîtriser tout ça. Il va y avoir plein de sujets qu'on va avoir plaisir de traiter tous ensemble. J'espère avec vous aussi, vous tous. Donc Margot, Fabrice, Henri et Erwan, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Et puis maintenant, on va pouvoir passer aux questions-réponses avec le public si vous le souhaitez. Ouais, moi j'ai une question pour Henri. Vous parliez de vidéo et d'exploitation de la vidéo. Est-ce qu'il y a justement, la computer vision, des choses qui sont, je sais que dans le rugby ça se fait beaucoup, est-ce qu'il y a des choses qui sont développées aujourd'hui sur l'exploitation de Alors, vidéo ouais. Dans le cas du basket, pour prendre cet exemple-là, en fait, chaque club, à partir d'un certain niveau, a l'obligation d'enregistrer ses matchs et après d'uploader le fichier qu'il peut diffuser sur son YouTube, son Facebook, tout ce que vous voulez. Et après d'uploader le match, c'est une obligation fédérale sur un serveur de la Fédé où les données après sont mises à disposition de tous les clubs. Donc là-dessus, le sujet de l'IA, ça va être est-ce que je me farcis les 12 derniers matchs en intégralité du futur adversaire alors que j'ai que 72 heures pour préparer ma rencontre? Ou est-ce que l'IA je vais lui rentrer 2-3 requests, je veux leur meneur, je veux les fins de carton, parce qu'on sait qu'au basket, il se passe souvent des choses dans les fins de carton, et puis paf, il va sélectionner d'office 4-5 highlights qui vont tout de suite être éclairants. Il est vraiment là-dessus, sur l'usage de la vidéo, il est là-dedans. Dans le travail individuel, nous, de ce qu'on en voit au sein du LSC, on va plus être dans une approche avec l'entraîneur, un dialogue entre l'athlète et son entraîneur sur la préparation du match ou du combat. Et là, c'est super varié. À l'escrime, on le voit pas mal. En boxe aussi, ça se développe bien.
Mais là, on est effectivement, comme on disait, avec des degrés de maturité qui sont très différents. C'est-à-dire que l'outil vidéo, tout le monde a cette appréhension à peu près logique, hein, que c'est utile. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est celui qui va être le plus malin, qui va avoir les meilleurs outils pour l'accompagner, donc potentiellement made in Devoteam, sait-on jamais. Et c'est là que le game peut se gagner. Ouais. D'accord, donc c'est pas une réalité aujourd'hui, il n'y a pas d'annotation des vidéos, des séquences justement. Si, il y a des outils métiers en fait que les clubs peuvent acheter, des logiciels, des softwares, des choses comme ça, où ils vont rentrer leurs données, leurs demandes plutôt, et des logiciels métiers vont aller directement piocher dans la base de données vidéo fédérale ce dont ils ont besoin. Là où il peut y avoir une surcouche d'IA plus poussée qui serait intéressante, c'est justement dans le tri qui est fait et d'en s'assurer que ce qui ressort de ces logiciels soit vraiment la donnée qu'on recherche. C'est toujours pareil, c'est la fiabilité de ChatGPT. Si le truc où on tape sa question, derrière il ne fonctionne pas bien, même s'il a accès à énormément de données, le résultat ne sera pas pertinent. C'est sur la pertinence du résultat que là, il y a encore de la marge d'évolution. Mais sinon, il y a des outils sur le marché qui existent. Chaque club en a. Nous, du coup, avec le passage de 4e à 3e division, on a changé d'outil. On a pris un outil qui coûte un peu plus cher. Avec du coup des résultats encore mieux, et puis plus on va monter, plus on va avoir des investissements financiers importants sur le sujet. Merci. Et j'ai une question pour Erwan pour revenir au podcast. Je voulais savoir quels articles il y avait en entrée, est-ce qu'il y a une sélection c'est-à-dire que c'est capé à chaque fois, il y a tant d'articles qui vont rentrer en entrée du modèle. Et ensuite, ma question c'est de savoir si tout le process était automatisé, est-ce que c'est industrialisé ou est-ce qu'il y a un humain qui est là pour c'est découpé et puis les différentes étapes sont validées et effectuées avec un humain. Alors je vais répondre par la deuxième question. Oui, tout est automatisé. Il n'y avait aucune intervention humaine. La seule intervention qu'il pouvait y avoir, c'était envoyer sur Spotify, parce qu'en fait c'est une plateforme tierce, donc il fallait quand même valider la chose. Mais il n'y a eu aucune intervention humaine de la rédaction de l'article qu'on donnait à lire à l'IA. De la voix, et la seule intervention, c'était au niveau de la publication. Il y avait un process de validation. Je veux dire, un journaliste, il gratte son papier, il va voir son rédacteur en chef, le rédacteur en chef relit, il y a un échange. Tu sais, tu pars pas directement de j'écris à j'imprime ou à je diffuse. Ça, l'IA est capable de générer des phases où, je sais pas, il y a une IA au-dessus, un rédac chef IA qui va valider, ou comment c'est contrôlé, ou le fact-checking, ou je sais pas, tu vois, les choses comme ça. Alors, on aurait pu mettre un double fact-checking. On ne l'a pas fait parce qu'on était assez confiant de ce qu'on avait pu produire. Et si tu veux, la dernière étape de l'automatisation avant que ce soit publié sur les plateformes de streaming, c'était d'envoyer un mail, donc pareil de manière automatisée. Tu avais le rédac chef et le CTO de l'équipe qui recevaient un mail avec non pas l'audio qui était généré, mais le texte qu'allait lire le podcast. Et en fait, c'est tout. Voilà. Non, mais il y a quand même une table de contrôle à un moment donné, après qui peut être plus ou moins poussée selon le temps que vous avez pour développer les outils, etc. Mais il reste quand même cette... Mais le contrôle, en fait, à cette étape-là, c'était pas pour modifier le contenu du podcast, c'était juste pour savoir si on allait publier ou pas. Est-ce que c'était suffisamment crédible et est-ce que les faits étaient suffisamment bons pour qu'on publie, ou est-ce qu'en fait c'était vraiment du n'importe quoi? Dans ce cas-là, on décidait de ne pas publier. Voilà. Et pour répondre à ta première question, il y a une anecdote derrière ça. Enfin, une anecdote si on est tech, moi je trouve ça assez drôle. En fait, il faut savoir que sur le site de l'équipe, les actualités qui étaient liées aux Jeux Olympiques, elles avaient un titre qui était en rouge. Donc nous, on est parti voir dans le code. On a sourcé le code RGB qui correspondait au rouge. Et en fait, à chaque fois qu'on avait donc cette suite de chiffres pour définir la couleur rouge, on savait que c'était une actualité qui était liée au JO. Donc je trouve ça assez marrant parce que finalement, on se rend compte qu'avec un peu de créativité, on peut faire des choses. Il y aurait eu d'autres manières de le faire, mais on a pris cette manière-là parce que c'était simple et puis ça marchait, quoi. Donc dès qu'on repérait la suite RGB qui correspondait au rouge, on scrapait la donnée qui était liée à ce code-là. Et puis après, on en revient à ce système où en fait, on scrapait toute la page, on mettait tout ça sur une base de données, et en fait, on avait prompté le bot, enfin l'IA, pour qu'elle nous fasse un résumé en fonction du scoring dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais à la base, vraiment, c'était aller dans le back-end, voir le code de la page, parce que l'IA allait
enfin, elle comprend pas en fait à la base le contenu du texte. Il faut l'aiguiller. Voilà. Alors, nous, on n'a pas eu d'erreur pour 2 raisons. La première, c'est que je pense que les journalistes faisaient plutôt bien leur travail et donc on n'avait pas d'erreur déjà sur la matière première. Et deuxièmement, on n'a pas eu d'hallucinations parce qu'en général, les hallucinations, elles arrivent quand il y a vraiment énormément de données. Parce que l'IA peut aller, enfin ça dépend comment c'est codé derrière, hein, mais globalement, l'IA peut aller chercher des informations dans plusieurs tables différentes. Parce qu'en fait, les tables, elles ont des descriptions qui correspondent à la requête. Donc ça facilite le travail auprès du bot. Sauf que des fois, on peut avoir des problèmes de description ou de la sémantique est un peu trop proche de la description d'une autre table. Et du coup, on peut avoir finalement un retour qui va être peu probant parce qu'il y a eu un mélange d'informations. Donc ça, c'est la première option. Et la deuxième option, c'est que quand on a trop de données, on multiplie en fait le risque d'erreur. Donc nous, vu que tous les jours, en fait, on resetait la table de données, donc automatiquement toujours, parce que chaque jour, en fait, c'était une nouvelle journée aux Jeux Olympiques, on avait un contrôle quand même sur la taille de la base de données. Il y avait aussi le contrôle humain dans le sens où, avant qu'on fasse intervenir l'automatisation, il y a le journaliste. Dans les rédactions, en général, il y a un secrétaire de rédaction, donc il se relie, j'imagine. Donc du coup, ça restreignait quand même drastiquement le risque d'erreur. Mais sur un projet, je ne sais pas, beaucoup plus conséquent, on aurait peut-être dû penser à une autre architecture pour faire du fact-checking. On aurait pu mettre un agent IA dont l'objectif aurait été justement de contrôler avec des sources en open source, par exemple. Parce que là, on était en circuit fermé, on était juste sur les infos de l'équipe. Et c'est quelque chose qu'on aurait dû anticiper, enfin, qu'on aurait pu. Pas dû parce qu'on n'a pas fait d'erreur, je répète. Mais c'est quelque chose qu'on aurait pu anticiper dans d'autres circonstances. Voilà. Alors, moi, je vais parler vraiment pour ma paroisse. On n'a pas encore eu de sensibilisation par rapport à l'intelligence artificielle en général. Récemment, je sais qu'il y a l'Agence nationale du sport qui proposait des formations pour utiliser l'outil IA, mais ça n'a pas encore été démocratisé. Alors, du côté des coachs, je ne sais pas. Mais du côté des athlètes, en tout cas, non. Ça n'a pas encore été fait et je pense que ça va être quelque chose qui va arriver très prochainement. Nous, du côté club, c'est un outil pour l'instant qui est dédié principalement aux coachs et aux préparateurs physiques qui, après, eux, l'utilisent dans leur relation avec leurs athlètes. C'est un outil où on demande à l'athlète d'être collecteur en fait, de données, d'accepter porter les gilets de tracking, tous ces trucs-là. Mais honnêtement, on pourrait vraiment améliorer leur connaissance et même la nôtre, hein, parce que moi je viens d'apprendre plein de trucs là ce matin, mais sur comment ça fonctionne, etc. Pour mieux appréhender l'outil, parce que pour beaucoup de gens, enfin je sais pas vous, mais moi l'IA c'est une boîte noire. Hein. Moi je vois ce qu'il y a au bout, je flippe un peu, et puis je me lance, tu vois. Mais c'est vrai que cette culture-là, on a aussi un rôle à jouer pour l'étendre, parce que pour l'instant, ouais, c'est très outil de travail pour le coach et le préparateur physique, point barre, quoi. Mais c'est un enjeu d'ailleurs pour la transformation et pour l'adoption du cloud, parce que du fait de cette méconnaissance, il y a quand même beaucoup de craintes que je constate et qui est dans de très nombreuses fois infondée. Typiquement, en ce moment, je parle avec un acteur du sport, que je ne vais pas citer, mais qui émet beaucoup de craintes par rapport à l'intelligence artificielle et au cloud, parce qu'il pense qu'en fait, ces données qui vont être à caractère sensible pourront être néfastes vis-à-vis de l'athlète, pourront être utilisées contre l'athlète. Alors qu'en fait, tout ça, c'est quand même sécurisé, premièrement. Deuxièmement, en fait, qu'on le veuille ou non, qu'on veuille utiliser le cloud ou l'IA, sachez que toutes vos données elles sont déjà sur le cloud ou sur l'IA. Donc, c'est très difficile d'y échapper. Donc, plutôt que de vouloir contrôler et de vouloir essayer de garder un certain contrôle, je pense que la solution, elle est plutôt d'essayer vraiment d'embrasser la chose, d'essayer de la comprendre, pour justement gagner en contrôle et puis pouvoir faire ce qu'on souhaite sans mettre ces données en péril. Et là, j'ai une dernière question, je sais que l'heure tourne, mais pour moi, elle était importante de poser. Fabrice, donc, juste avant cette table ronde, on a présenté un petit cas d'équipe avec justement avec l'intelligence artificielle qui se prêtait au jeu du journalisme, qui faisait des commentaires par rapport à ce qui s'est passé au niveau des JO. Donc là, c'est moins la casquette de skipper et plus celle de journaliste. Toi, c'est à quoi un peu t'as ressenti? Est-ce que quand tu as écouté, quand tu as vu tout ce qui était possible de faire, est-ce que tu as été émerveillé? Est-ce que tu as eu de la crainte? C'était quoi ton ressenti par rapport à cette démonstration? Mon ressenti d'ancien journaliste? Oui.
Ah bah, mon ressenti d'ancien journaliste, c'était de te dire, moi je vais le dire en toute transparence, que le métier est mort et qu'à terme, il y aura sans doute l'IA qui remplacera pas mal de journalistes. Et je connais même quelqu'un dans un grand groupe qui bosse sur l'IA, dans un grand groupe de presse, dans un groupe où il y a, je crois, plus de 500 journalistes. Et il m'a dit, c'était pas plus tard que la semaine dernière, aujourd'hui, je suis en capacité de virer 450 journalistes et d'en garder que 50. Je vais pas le faire parce qu'en termes d'image et syndicalement, c'est impossible. Mais techniquement, c'est possible. Donc on est à l'aube de quelque chose de révolutionnaire, clairement. C'est effrayant un peu. Ben ouais, c'est effrayant. Ce ne sera pas la première fois que la machine remplace l'homme. Hein. C'est merci. important Merci. de finir sur une c'est important Bah, de merci. finir sur une note positive. Thank you very much. All right. Tu vois, On me dit qu'il faut apporter un peu de modération. Alors, mort, je ne sais pas, mais on peut la refaire. Désolé pour les journalistes. Hein, Ceux qui créent la matière. Mais en tout cas, pour l'IA, ce qu'il ne faut pas oublier, je finirai là-dessus, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'IA, c'est juste un outil pour les athlètes et pour les clubs. Néanmoins, ce dont se souviennent les athlètes après leur carrière ou même après avoir fait une compétition, c'est vraiment les émotions qu'on aura pu connaître pendant la compétition. Vraiment, on passe par des états d'émotions qui sont délirants, quoi. C'est vraiment les montagnes russes. Je connais des athlètes, moi ça m'est déjà arrivé, de pleurer sur la ligne de départ, tellement la pression était intense. Et finalement, une fois que tu as fini ta course, tu passes dans un autre état. Et tu vois, moi, ça me fait plaisir d'échanger avec des athlètes, d'échanger avec vous, même toi qui gères plusieurs clubs, parce que ça permet vraiment d'invoquer à nouveau des souvenirs, des choses qu'on a pu vivre avec le sport, parce qu'on a un petit peu tout ça en commun. C'est des discussions qui sont un peu plus difficiles à avoir avec des personnes qui n'ont pas forcément connu la compétition ou le haut niveau, parce que c'est tout simplement pas palpable. Tu ne peux pas imaginer ce que ça représente. Tu vois. Donc l'IA, c'est bien parce que ça peut nous aider à performer, mais dans la carrière d'un athlète, c'est une goutte d'eau dans l'océan parce qu'on ne va pas se souvenir de ça quand on se souviendra des performances qu'on a fait, des moments qu'on a vécu, des trucs tout bêtes, mais quand on prend le car ou le minivan, tu as dû connaître ça, pour aller sur une compétition avec des potes, c'est trop bien, quoi. Et en fait, la relation humaine qu'on construit, parce qu'en fait, on a ça en commun, on a cette volonté de performer, on a ce goût de l'excellence, ça on l'a en commun et c'est ça dont on va se souvenir. Et l'IA, vraiment, ça restera toujours, ça j'en suis persuadé, qu'une goutte d'eau dans l'océan de la vie d'un athlète. Tu l'as dit, l'IA est l'humain. L'IA, elle peut être amplifiée, elle va pouvoir créer des révolutions, mais elle ne remplacera jamais ses souvenirs. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je garderai un excellent souvenir de cette table ronde. Donc merci beaucoup. Merci Fabrice, merci Henri, merci à vous.